Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, honorables députés, Monsieur le ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, c'est encore un grand plaisir pour moi de me mettre devant vous pour échanger, discuter effectivement de ces deux projets de loi qui sont à l'étude depuis la semaine dernière auprès de la représentation nationale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager 3 constats, histoire d'apaiser par rapport véritablement à notre système financier, aussi bien finance classique que notre système mutualiste des finances. Le premier constat, excusez-moi, le premier constat que je voudrais partager, c'est la résilience du système. La résilience du système qui va avec l'attractivité de la place de Dakar. C'est très important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulevées. C'est normal, nous sommes dans un dispositif évolutif, nous sommes dans une matière complexe, dans une matière qui est organisée, qui est régulée par l'autorité nationale, certainement, mais en relation aussi avec une autorité qui se situe à un niveau un peu plus élevé, puisque nous sommes dans un cadre monétaire intégré. Donc, il est important véritablement de partager un peu cela. La résilience et l'attractivité de la place de Dakar, c'est aussi les dispositions qui sont prises dans le cadre effectivement du Conseil des ministres de l'UEMOA, puisque c'est une instance qui aide et qui accompagne et qui observe et qui essaie à chaque fois que de besoin de mettre les textes que nous avons en norme par rapport à l'évolution véritablement des systèmes financiers. Et ce Conseil des ministres, au courant de l'année 2023, a amené, en tout cas le marché financier régional, les banques notamment, à renforcer leur capital. Donc une capitalisation qui a été améliorée dans le souci d'arriver au deuxième constat, qui est le soutien à l'économie. Donc, au cours de l'année 2023, effectivement, entre 2023 et 2024, le système banquier de la sous-région, du Sénégal en particulier, a connu un renforcement de capital de l'ordre de 207 milliards, ce qui a permis, comme je le disais tout à l'heure, d'arriver à ce deuxième niveau de constat qui est lié effectivement au soutien du système bancaire à notre économie nationale. Le troisième constat que je voulais partager, c'est le dynamisme du secteur de la microfinance. La microfinance a commencé de manière timorée, timide, avec les difficultés qu'elle a, avec le contexte qui est le sien, et qui a évolué et qui grandit, avec aujourd'hui un nombre d'adhérents de plus de 4 millions, ce qui porte le taux véritablement de bancarisation à un peu plus de 20% optique demande et un peu moins de 40% optique offre. Voilà les 3 constats que je voulais faire avant de commencer, avant d'entrer dans véritablement la réponse aux préoccupations qui ont été soulevées. Je voudrais aussi dire que malgré tout, il y a des difficultés. Si nous sommes là, effectivement, à présenter 2 projets de loi dans ce sens, mais c'est parce que tout n'est pas rose. Et les projets de loi essaient d'apporter des innovations, des ruptures. Elle ne va pas régler tous les problèmes. Elle ne va pas apporter des solutions panacées qui, véritablement, définitivement, vont résoudre les préoccupations que les uns et les autres sont en train de constater avec nous et que nous-mêmes nous vivons, puisque étant véritablement des clients, des pensionnés au niveau de ces institutions, que ce soit des banques ou des institutions de microfinance. Mais nous allons y arriver. Nous avons mis en place un dispositif qui nous permet véritablement d'avoir un niveau de contrôle, et c'est ça l'une des innovations véritablement de ces textes, c'est de renforcer le pouvoir de régulation de l'autorité. Aussi bien l'autorité nationale à travers le ministère des Finances et les services compétents, que l'autorité véritablement monétaire, la BCEAO, qui s'est dotée d'une commission bancaire. Et aujourd'hui, contrairement à ce que certains pourraient croire, les banques subissent
une régulation, une surveillance, mais presque extrême. Et toutes les banques aujourd'hui de la place, non seulement de Dakar, mais des différentes places de la sous-région, à la limite, se plaignent véritablement de ce dispositif de surveillance. Au niveau du Sénégal, nous avons, avec le ministère des Finances, la DMC, qui est le bras séculier de la Direction générale des secteurs financiers et de la compétitivité. Nous avons la Direction des assurances pour ce qui concerne ces secteurs, la Direction de la réglementation des systèmes financiers décentralisés, qui est toujours logée à cette Direction générale pour les institutions de microfinance. Mais au-delà, pour ce qui concerne la qualité des services financiers, nous avons l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est né il n'y a pas très longtemps, qui fait son chemin, qui arrive tant bien que mal, même s'il n'a pas encore toutes les réponses aux différentes préoccupations qui sont soulevées, mais qui, je crois, sur un volume véritablement de plusieurs milliers de requêtes formulées par les usagers de ces institutions, est à un niveau de plus de 90% de satisfaction de traitement de ces préoccupations-là, à travers un dispositif de médiation qui est mis en place. Alors, pour ne pas être reproché d'avoir pas donné des réponses à certaines préoccupations, le temps n'est pas très long. Et si on veut faire des commentaires, on va certainement passer à côté de certaines questions qui sont certainement importantes. Nous les avons recensées pour l'essentiel. Je ne donnerai pas forcément le nom de député, mais pour l'essentiel, toutes les préoccupations autour desquelles se retrouvent les différents intervenants, nous allons essayer de les balayer. Chacun se retrouvera dans ces questions-là. Et si le temps ne nous le permet pas, nous ferons une grille, une matrice où on mettra toutes les réponses qu'on mettra à la disposition des honorables députés que vous êtes. Je disais en commission le vendredi que la Direction générale du secteur financier et de la compétitivité, qui est aussi notre bras pour ces questions-là, est à votre disposition. Et j'ai instruit le directeur général d'organiser le plus rapidement, en relation avec le président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, un séminaire que vous réfléchirez sur les modalités, qui sera totalement pris en charge par le ministère pour vous aider davantage à nous aider, nous, à faire le travail qui est le nôtre. Pourquoi nous avons besoin de votre aide? Parce que vous êtes des relais qui travaillent auprès des populations. Et avec cette proximité-là qui vous permet très rapidement de nous faire remonter certaines préoccupations, afin que, véritablement, comme l'a suggéré l'honorable député Aïta Sall, que nous puissions aussi jouer le rôle qui est le nôtre auprès du Conseil des ministres et porter les véritables préoccupations que nous devons porter à ce niveau-là. Parce que les textes sont appelés à être évolutifs, et s'il y a des préoccupations véritablement qui nécessitent qu'ils soient portés à ce niveau-là, que nous puissions faire le travail. Nous sommes là pour le travail, donc nous sommes ouverts à tout ce qui peut nous aider à aller de l'avant. Je vais commencer par une préoccupation posée par l'honorable député Ousmane Diop sur le taux effectif global. C'est vrai, le taux effectif global est composé de trois composantes qui déterminent véritablement la valeur réelle du coût du crédit. C'est le taux d'intérêt nominal, c'est les frais de dossier, c'est les coûts d'assurance, c'est les frais de notaire, c'est les frais d'acte, comme les gages. Et ce taux ne doit pas dépasser le taux d'usure, qui est de 15% pour le système bancaire classique, mais de 24% pour le secteur de la microfinance. Les banques sont obligées donc de communiquer ces taux à leurs clients. L'Observatoire de la qualité des services financiers est là aussi pour accompagner les clients véritablement à disposer de toutes ces informations-là une fois que le client en a besoin. Donc, les banques doivent effectivement faire ce travail-là. S'ils ne le font pas, c'est un manquement. Et si le manquement nous parvient, en tout cas au niveau de nos services, nous faisons prendre les dispositions pour que ce soit corrigé. L'honorable député Ousmane Diop, toujours, qui posait le point sur la supervision des banques. En tout cas, les banques de l'espace IOMOA sont soumises à une supervision. J'ai bien dit une supervision, parce que c'est le sentiment même que les banques ont effectivement de la situation. Et elles disent que cette supervision elle est contraignante, mais véritablement, au niveau national, nous pouvons dire qu'elle est assurée par la DMC, la Direction de la monnaie et du crédit, qui reçoit les comptes rendus périodiques
et qui a des agents assermentés pour faire le travail de contrôle. Et ce contrôle peut se faire aussi bien sur pièce que sur place. Et la direction de la monnaie et du crédit a à côté de lui, en matière de supervision, sur certains autres aspects, la direction générale des douanes. Et la direction générale des douanes surveille surtout véritablement les préoccupations relativement au cadre des infractions contentieuses par rapport aux lois sur l'échange. Au niveau régional, nous avons la commission bancaire qui joue aussi ce rôle-là. Et comme vous le savez, si vous avez l'habitude de discuter avec les banquiers, ils parlent beaucoup de la COBA. La COBA, ce n'est rien d'autre que la commission bancaire, mais qui talonne nos institutions financières pour les amener effectivement à respecter toutes les normes réglementaires que nous avons mis dans notre dispositif interne. Et l'objectif, in fine, c'est de permettre véritablement à ce que le déposant, le client, soit bien sécurisé, bien encadré. C'est véritablement un objectif et certainement nous allons y arriver. Par ailleurs, maintenant, s'il y a des clients qui estiment sur des aspects qu'ils ont besoin d'accompagnement, je l'ai dit tout à l'heure, l'Observatoire de la qualité des services financiers est là pour aussi accompagner. Députée Thérèse Faye parlait de procédure d'agrément en qualité des IMF, laquelle procédure dure très souvent assez longtemps. Je puis vous assurer que la durée de traitement d'une demande d'agrément est naturellement de 6 mois. 3 mois au niveau du ministère des Finances, 2 pour apprécier la consistance du dossier, sa conformité, effectivement, tout ce travail de paperasse qu'il faut véritablement assurer. Après la transmission à l'autorité de régulation du secteur, l'autorité monétaire, donc la BCEAO, et qui a aussi 2 mois pour faire le travail d'agrément, de vérification, et pour retourner le dossier au ministère des Finances, qui a 1 mois pour préparer tous les actes véritablement qui doivent aboutir à cet agrément. Donc la durée est de 6 mois. Si la durée dépasse cette durée-là, si la demande d'agrément dépasse la durée de 6 mois, c'est une autre préoccupation liée certainement à des problèmes de non-conformité que nous sommes obligés de prendre en charge. Et nous le faisons souvent, pour la plupart des cas, on ne rejette pas. On appelle les acteurs, on discute avec eux, on les accompagne pour leur permettre véritablement de respecter ces exigences. Donc nous pouvions même